Dans le cadre du festival Québec en toutes lettres, par un bel alignement des planètes et grâce à la disponibilité des intervenantes et intervenants, nous avons pu en un temps record planifier et mettre sur pied cette journée portant sur les arts littéraires. Alors nous y tenions doublement. D'une part, elle s'inscrit dans la continuité d'un premier colloque tenu à Metz en septembre 2020, que René a co-organisé avec Carole Bicénus-Pénin de l'Université de Lorraine et Bertrand Gervais de l'Université du Québec à Montréal. Colloque dont une sélection de textes figure dans un dossier de la revue française Recherche et Travaux qui vient tout juste de paraître. Là aussi, le timing était parfait. Nous y tenions aussi et surtout, d'autre part, parce qu'il nous semblait utile, tout autant que nécessaire, que les questionnements universitaires qui sont les nôtres puissent être mis en partage et en discussion dans un contexte culturel comme celui du festival, où se croisent gens du milieu, artistes et publics autant amateurs et curieux qu'avertis. Merci d'ailleurs à la direction de Québec en toutes lettres et à toute l'équipe derrière ce festival pour l'intérêt marqué dont elle a fait preuve lors de nos premiers échanges, pour la confiance accordée et pour son accueil plein et entier ensuite au sein de la programmation de cette édition. Cette journée, spécifique dans son thème et inscrite dans un contexte précis, participe néanmoins d'une épopée scientifique de plus longue haleine. Le projet Littérature québécoise mobile, débuté en 2019 et qui se poursuivra jusqu'en 2024. Ce projet de recherche en partenariat, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, s'intéresse de manière large aux transformations actuelles des pratiques littéraires en lien avec le numérique. Bertrand Gervais, professeur à l'UQAM, en est le chercheur principal et plusieurs chercheuses et chercheurs québécois et français en sont partie prenante, dont moi-même, Nathalie Lasselle, Eleonora Astera et Sophie Marcotte, qui comptent toutes trois parmi les intervenantes de cette journée. Ce partenariat étendu mobilise des membres des communautés littéraires, qu'il s'agisse d'auteurs et d'autrices, d'éditeurs, d'éditrices, de chercheuses, de chercheurs, de lectrices et de lecteurs, ou encore d'organismes œuvrant à la promotion de la littérature québécoise. Cette relation étroite vise à mieux saisir leurs besoins et à les accompagner dans leur appropriation du numérique, dans leur inscription dans un monde d'écrans et de réseaux, tout en restant attachés au livre et à sa culture. La question des arts littéraires, active depuis plusieurs années, mais en accélération depuis peu, à la faveur notamment du contexte pandémique, participe donc de la constellation de pratiques littéraires reconfigurées auxquelles s'intéresse le projet Littérature québécoise mobile. Par ailleurs, cette journée est aussi le premier événement associé au stage postdoctoral de Corentin, financé par le programme Banting qu'il mène à mes côtés à l'Université Laval. Cette activité marque donc le premier jalon d'une recherche portant sur les pratiques buissonnières propres à la littérature contemporaine de langue française, dont vous aurez sûrement l'occasion d'entendre parler dans les 2 prochaines années. Pour introduire cette journée, il nous semble important de revenir en premier lieu sur cette notion centrale qu'elle convoque, celle d'art littéraire, qui n'est pas encore largement admise, ni forcément couramment employée, autant dans le champ critique que dans les milieux culturels francophones. C'est pourtant depuis ces milieux culturels qu'elle a principalement émergé. L'expression literary arts est un peu plus commune en anglais. Le Conseil des arts du Canada l'a déjà employée par le passé dans un sens englobant. Contexte linguistique où elle se place en contrepoint des fine arts, des performing arts, des visual arts, vous voyez mon anglais, toute appellation centrée sur la dimension créative par opposition aux approches critiques telles que les literary studies, performance studies, etc. C'est d'ailleurs donc les arts littéraires, le choix d'intituler, enfin literary arts, le choix d'intituler depuis 50 ans du département de littérature à Brown University,
C'est aussi le nom d'un organisme à Portland, en Oregon, qui travaille à la promotion de la lecture et de la littérature. C'est encore une étiquette couramment associée à une panoplie de festivals littéraires aux États-Unis et en Irlande, sans pourtant que cette expression figure ni dans Wikipédia, ni dans les Oxford, Cambridge ou Merriam-Webster Dictionaries. La situation de cette expression est nettement moins claire dans le monde francophone. Rattachée aux pratiques plutôt qu'aux conventions terminologiques, les actrices et acteurs québécois des milieux du conte et de la production de spectacles littéraires ont trouvé dans ce syntagme, après quelques journées d'échanges tenues ces dernières années, une formule opératoire permettant de fédérer leurs pratiques. En effet, il et elle partagent un même critère d'exclusion par rapport au milieu littéraire, celui de ne pas inscrire les textes littéraires dans des livres. Toutes et tous ne participent donc pas au grand bal du marché éditorial, préférant des modalités plus exploratoires ou différemment situées de mettre à disposition publiquement des textes littéraires. Dans ce contexte, une appellation comme art littéraire, qui ne rappelle pas l'immédiate concertation ou concubinage de la littérature et du livre, et qui ouvre la porte à un ensemble de possibilités inter- et transartistiques, autant que médiatiques, paraît avoir le pouvoir de faire émerger un secteur inédit, un champ touffu de pratiques portant auprès d'un public diversifié le texte littéraire sous des formes inattendues, où l'expérience joue souvent un rôle central. Ces rencontres sur les arts littéraires ont permis de fédérer une variété de praticiennes et de praticiens, ici du côté de la création, là de la production, là encore de la diffusion, mais aussi des critiques et des universitaires. S'y est affirmée la volonté de se donner les moyens de mieux exercer ces arts littéraires, conjointement au souhait d'affaiblir les résistances, tantôt du milieu littéraire et de ses pans plus conventionnels, tantôt des institutions subventionnaires, à l'égard de ces arts littéraires de plus en plus prégnants dans l'offre culturelle d'aujourd'hui. La concertation a été le maître mot de ces rencontres, mais très vite le besoin d'un passage à une étape opérationnelle s'est fait sentir et a conduit à la création, avec le soutien de la Maison de la littérature et de l'Institut canadien de Québec, d'un organisme spécifique venant en appui à cette communauté. Le réseau des arts de la parole et des arts et initiatives littéraires, le RAPAI, sous l'impulsion de Dominique Lemieux, actuel directeur du comité d'administration de l'organisme. C'est là déjà un accomplissement digne de mention, dans un écosystème culturel complexe, peu réputé pour s'adapter rapidement aux changements. Tout un réseau d'actrices et d'acteurs se trouve ainsi à prendre la parole, à se positionner, à s'affirmer. Nous, comme universitaires et observateurs à distance, devons assurément prendre acte de ces réajustements socioculturels et poursuivre notre réflexion conjointe en ce sens. Dans le cadre des travaux du projet Littérature québécoise mobile, plus particulièrement ici à Québec et au sein de mon équipe de recherche, un travail de cartographie de ces pratiques a été mis en place depuis un peu plus d'un an. Initiative qui a pris du coffre avec l'obtention d'un projet subventionné, ciblé, mené conjointement avec le RAPAI. Esquisser un portrait de ce secteur émergent, bigarré et non encore concerté, suppose de plonger dans les corpus, d'établir quelques balises, de se fixer une méthodologie pour saisir et décrire les œuvres. Le tableau n'est cependant pas totalement vierge. Cette littérature exposée, comme la désignent Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel, a déjà attiré les regards critiques de façon ponctuelle, prenant notamment le visage d'une néolittérature, selon le mot de Magali Nachtergael, ou encore de pratiques expérimentales, dont la teneur n'a certes plus rien à voir avec les avant-gardes, mais qui en gardent l'impulsivité créative. Ces arts littéraires incluraient ainsi, pour reprendre les termes de Carole Bicinus-Pénin, une des intervenantes de la matinée, des œuvres hybrides et souvent expérimentales qui recourent à de multiples pratiques transdisciplinaires centrées sur une dimension performative ou spectaculaire à partir d'un travail esthétique sur la langue et d'une écriture qui combine les supports. Pour sûr, ces pratiques créatives du texte littéraire
émerge au point de rencontre inusité entre le monde du livre et celui des arts vivants, pour une large part en poussant l'écriture hors des sentiers battus, formule utilisée en introduction du colloque de Metz en 2020. C'est ainsi que nous nous rallions à cette idée, les arts littéraires désignant une diversité de pratiques où l'acte littéraire, dans son versant créatif, et non comme activité de médiation, recourt à des modalités de publication autres que la forme canonique du livre. Il couvre ainsi un large éventail d'œuvres, certaines relevant du spectacle et de la performance, d'autres de l'exposition muséale, d'autres encore d'un travail d'appropriation médiatique entre supports analogiques et numériques, parfois scéniques. La notion de l'hybridité est assurément centrale pour définir la poétique de ces œuvres, qu'elles soient médiatiques ou disciplinaires, montrant bien les déplacements induits à ces pratiques d'écriture que l'on peut sans conteste caractériser de métissées, en écho direct au thème de cette édition du festival. C'est d'ailleurs le premier constat qu'on est amené à poser quand on prend le temps d'explorer et d'inventorier les œuvres et pratiques existantes. Depuis plusieurs mois, l'équipe du laboratoire Ex Situ s'est plongée dans ce large corpus, ce qui a d'abord permis de prendre la mesure de la variété des pratiques existantes. Des pratiques décrites par une panoplie d'appellations, souvent uniques, visant à affirmer l'originalité des démarches empruntées et des dispositifs retenus. Du conte polyphonique au land art textuel, nos salutations à Jean-Yves Fréchette, du stand-up littéraire à la poésie performance, étudiée par Yann Saintonge dans sa thèse de doctorat, un autre de nos intervenants, de la randonnée contée à l'oracle littéraire, de la géopoésie au roman interactif et aux expositions littéraires, tous ces commandos poétiques et autres collectifs créatifs engendrent des pratiques déroutantes, bien que souvent situées, dont le refus des catégories génériques habituelles conduit à un joyeux fouillis. Et aux chercheurs, chercheuses, de prendre acte, de vivre pleinement l'égarement dans la jungle des étiquettes descriptives et des dénominations insolites. Pourtant, des lignes de force, des paris apparentés, des partis pris se sont dessinés et se dessinent peu à peu, à force de jongler avec ces propositions. Nous avons ainsi identifié 3 larges ensembles de pratiques déterminées par une modalité d'inscription donnée du texte littéraire dans l'espace public. Spectacularisation, exposition, médiatisation. Lorsque le texte littéraire est spectacularisé, il prend appui sur sa mise en scène et sa mise en voix, souvent celle de l'auteur ou de l'autrice, mais pas seulement. Lecture publique, slam, spectacle de conte, performance littéraire, ces formes actées du texte littéraire sont souvent mises en jeu dans des représentations associées à des événements et des festivals. Pensons bien sûr à Québec en toutes lettres, mais aussi à des lieux comme la Maison de la Poésie à Paris ou la Maison Poème à Bruxelles. L'inventivité des formules y est manifeste, croisant d'autres secteurs des arts vivants et jouant de paramètres complémentaires. Ici, l'improvisation, là, la compétition. À ces formes vivantes s'opposent des propositions inscrites dans l'espace d'un lieu ou dans la dynamique d'une circulation. Lorsque le texte littéraire est exposé, il participe spatialement, visuellement du contexte où nous nous trouvons, de l'espace urbain à la salle d'une galerie ou d'un musée. Installation, exposition s'appuyant sur des textes créatifs inédits, œuvres immersives, des lieux tangibles deviennent des supports du texte littéraire, alors scénographiés, l'inscrivant dans un rapport de proximité tout autant que de démonstration. Sur ces questions, nous paraît déterminant le travail des RIMEL, le Réseau international de recherche appliquée, pionnier en matière d'études des expositions de la littérature et du livre, dont Sofiane Legouati, son cofondateur, est lui aussi présent parmi nous. Enfin, et la catégorie n'est pas la moindre, lorsque le texte littéraire est médiatisé, il profite de la diversité des supports sémiotiques pour trouver des incarnations adaptées à des contextes et à des usages propres à rejoindre un large public. Cette matérialité réinvestie mérite mention.
Alors que la forme canonique du codex, du livre papier, s'est largement imposée depuis quelques siècles, le recours à des médiums différents ne se limite plus aujourd'hui à telle initiative contre-culturelle ou à une obscure expérimentation de champs restreints. S'y trouvent réunies les manifestations hétéroclites de la littérature numérique, les objets hybrides, comme l'oracle littéraire clairvoyante, dont vous avez peut-être testé l'installation immersive ici à la Maison de la littérature ces derniers jours, les vidéos-poèmes et les balados littéraires, ainsi que des formes éditoriales moins commerciales ou hors édition, pour reprendre l'expression de Tanguy Abran, des formes allant du livre d'artiste au fanzine et au photoroman. Marquées par leurs formes hybrides, qu'elles soient matérielles ou numériques, ces œuvres mettent en jeu une construction sémiotique complexe, occasionnellement plurimédiatique. On le sent, cette nomenclature arborescente n'est qu'une capture fugace de pratiques évolutives et foncièrement innovantes. La volonté de les représenter comporte ses limites, notamment en raison de ce constant mouvement d'hybridation des formules et des supports. Néanmoins, il s'agit là d'une proposition, distincte mais complémentaire de celle proposée par le Rapail, qui a été diffusée récemment, pour mieux éclairer la richesse de ce qui émane de ce secteur émergent. Les arts littéraires sont ainsi un lieu d'expérimentation de la création verbale et textuelle, où celle-ci se voit déployée de façon novatrice par rapport à l'usage livresque consacré. Il manifeste une approche de la littérature qui vient la décentrer de son support et de ses usages traditionnels, qui vient battre en brèche l'idée standardisée à laquelle elle est généralement rattachée. Ces œuvres sont dites performatives en raison de leur utilisation de supports vivants ou dynamiques. Elles proposent des modes d'interaction variés, parfois inattendus ou voire inédits, mais aussi fréquemment inscrits dans un rapport d'instantanéité, d'éphémérité. Elle multiplie les croisements en agençant des textualités caractérisées par Magali Nachtergaal comme multimédiatiques, polyexpressives et multi-octoriales, ce qui a pour effet d'aménager une spectature renouvelée en mobilisant une participation souvent active, qu'elle soit manipulatoire, interprétative ou interactive. De telles œuvres déplacent par conséquent le rôle des publics et leur mode d'appréhension de l'expérience esthétique vécue, qui se voit parfois teintée par le jeu, l'action, voire l'inclusion des spectateurs et spectatrices dans la performance ou le dispositif. J'ai pu concrètement l'expérimenter hier soir. Ce déplacement important qu'elles opèrent, lié aux modalités de rencontres alternatives qu'elles occasionnent, est resté jusqu'à ce jour trop souvent implicite ou ignoré. C'est donc précisément cette question que nous souhaitons soulever par cette journée d'études, en vue de saisir les nouveaux contrats et régimes d'expérience que ces œuvres élaborent, dans une dynamique de déstabilisation des horizons d'attente. Jusqu'ici, une place centrale a été accordée aux modalités de création de ces formes émergentes. Cette journée vise à déplacer la perspective, à porter notre regard plus en aval pour prendre en charge l'étape de leur publicisation, de leur immersion dans la sphère sociale et culturelle, au demeurant non uniquement artistique. Comment, dès lors, ces œuvres, projets et manifestations engagent-elles singulièrement celles et ceux qui les reçoivent et les éprouvent? Jusqu'à quel point la participation de ces derniers par des mécanismes interactifs ou par des actions modifiant l'œuvre bouleverse l'idée communément partagée de littérature? Qu'est-ce que cette lecture partagée, effectuée en simultané par plusieurs personnes, vient changer dans notre appréciation des œuvres? Les arts littéraires, par les dispositifs qu'ils sollicitent ou qu'ils instaurent, orientent la conception qu'on se fait des publics. Pensons aux lieux communs associés à la littérature jeunesse, qui intéresse notamment Vinciane Dana, qui nous en parlera un peu plus tard aujourd'hui. Ils induisent aussi plus globalement la question de la communauté, de l'émergence d'un nous, d'une collectivité, même restreinte, au contraire de l'expérience de lecture dominante et traditionnelle depuis plusieurs siècles, majoritairement réalisée en solitaire, en son fort intérieur. Sans toutefois exclure cette dernière modalité, les œuvres d'art littéraire soulèvent un enjeu renouvelé pour les études de réception, générant des brèches dans la conformation critique existante.
Plus encore, poser la question de la réception, c'est poser celle des multiples forces en présence autour d'un objet précis qui, dans notre cas, échappe aux formes usuelles. Aussi, et alors qu'une série d'aspérités conceptuelles se font jour, nous sommes amenés à nous demander quelles accroches réflexives neuves ces dernières donnent à saisir. Et pour filer la métaphore de l'escalade jusqu'au bout, c'est bien à l'ouverture d'une voie nouvelle, relativement aventureuse peut-être, que nous espérons contribuer par cet événement et l'espace de réflexion collégiale qu'il propose. Avant de laisser la parole à Alexandre Saint-Onge, notre premier intervenant, nous terminons avec quelques remerciements qu'il nous importe de formuler. En premier lieu, ils vont aux intervenantes et intervenants qui, en un temps serré, ont accepté de prendre part à l'événement et de mettre leurs expertises au service de la réflexion commune que nous souhaitions engager. Nos remerciements vont ensuite à la Maison de la littérature de nous recevoir dans ses murs et à Québec en toutes lettres, de faire de cette journée une composante à part entière du festival. Une telle initiative n'a pu voir le jour sans le soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada à travers le projet de recherche littérature québécoise mobile, de même que celui de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Et enfin, remerciements et hommages à Marie-Ève Muller, assistée par Irma Bouchard, grâce à qui l'organisation pratique et l'intendance de la journée ont été et sont merveilleusement assurées. Et bien sûr, Julia, qui... Voilà, merci d'être là et d'assurer que tout se passe pour le mieux. Merci beaucoup. Merci.